Le 14 octobre 2023, à 10h37 précisément, le vieux Lyon S éveillait doucement sous un ciel bas, ses ruelles pavées encore humides de la rosée matinale. Au cœur d'une traboule oubliée de la rue Saint-Jean, où les pierres séculaires murmuraient des récits d'un autre temps, un silence pesant régnait. Un silence que seul le lointain bourdonnement de la ville osait troubler. Puis, soudain, une déchirure. Un glapissement strident, presque inhumain, échappa d'une cour intérieure, suivi d'un cri d'effroi guttural. Ce n'était pas le tumulte habituel des touristes, mais une alerte primaire, perçante. Une équipe de pompiers, initialement dépêchée pour une suspicion d'incendie mineur, se frayait déjà un chemin, leurs bottes résonnant sur les pavés. L'adresse indiquée les menait à une habitation insalubre, dont la porte en bois vermoulu, usée par le temps et l'humidité, semblait dissimuler bien plus qu'une simple négligence. Sans hésitation, ils forcèrent l'entrée. Une vague d'une odeur âcre et suffocante les submergea instantanément. Un mélange infâme de renfermés, de moisissures, de décomposition et d'excréments, qui vous prenait à la gorge et vrillait les entrailles. La lumière du jour, déjà faible dans cette traboule, peinait à percer l'obscurité dense de l'intérieur. Au-delà du seuil, un couloir étroit s'enfonçait dans une pénombre épaisse, menant à une pièce où l'air semblait lourd, immobile depuis des décennies. C'est là, au fond de cette pièce à peine éclairée par une petite lucarne obstruée par des toiles d'araignée et la crasse, que la réalité les frappa de plein fouet. Gisant sur un matelas souillé, à même le sol, deux silhouettes humaines recroquevillées. Leur corps, d'une maigreur effrayante, étaient squelettiques, leurs articulations noueuses, leurs traits déformés par des anomalies génétiques sévères, témoignage silencieux d'une consanguinité extrême. Des yeux hagards, écarquillés dans le vide, fixaient sans voir, trahissant des décennies de réclusion et de souffrance indicibles. Ce n'était pas un simple incendie qu'ils avaient découvert, mais un secret humain monstrueux, une tragédie indicible enfouie au cœur même de Lyon. Le choc était palpable sur les visages des pompiers, figés dans l'horreur. Le silence des pompiers, brisé seulement par leur respiration haletante, fit place à une effervescence contrôlée. Les gyrophares bleus de la police judiciaire de Lyon et l'ambulance du SAMU fendirent rapidement les ruelles étroites du vieux Lyon, annonçant l'arrivée d'une réalité bien plus sombre que la fumée d'un incendie. Le capitaine Sophie Lacroix, visage grave, prit les commandes, son regard balayant la scène avec une acuité particulière. La découverte de ces deux femmes, dans un état de délabrement physique et mental inouï, n'était pas un simple fait divers. C'était une urgence sanitaire, sociale et judiciaire. La question se posait déjà. Comment une telle situation avait-elle pu perdurer, ignorée de tous, au cœur même d'une métropole vibrante? Les premières constatations médicales confirmaient l'extrême gravité de leur état, une urgence vitale absolue. À l'hôpital Édouard Herriot, le docteur Pierre Lambert, médecin légiste et généticien réputé, menait les examens avec une précision clinique, mais non sans une profonde consternation. Les corps squelettiques, les articulations noueuses, les déformations crânio-faciales et dentaires des deux sœurs, trentenaires, parlaient d'eux-mêmes. Les analyses préliminaires ne laissaient guère de doute. Il s'agissait des conséquences dévastatrices d'une consanguinité extrême. Un diagnostic qui renvoyait directement à la notion d'inceste familial transgénérationnel, une abomination que la loi française, notamment l'article 222-22-1 du Code pénal, punit sévèrement. Le rapport médical serait une pièce maîtresse, non seulement pour comprendre l'étendue des souffrances subies, mais aussi pour étayer les accusations futures, transformant le désespoir de ces femmes en preuve irréfutable devant la justice. Pendant ce temps, dans l'appartement au relent persistant, l'enquête progressait sous l'œil vigilant du capitaine Lacroix. Jean-Paul Dubois, la soixantaine, un homme reclus au regard fuyant, et Monique Dubois, son épouse, tout aussi effacée, étaient les premières personnes à être interrogées. Face aux questions des officiers, ils nièrent d'abord catégoriquement toute maltraitance, se retranchant derrière un mutisme obstiné. Leur récit, décousu et contradictoire, ne faisait qu'épaissir le mystère. Le silence était leur forteresse, un rempart érigé contre le monde extérieur et la vérité. Mais l'état des lieux, les conditions insalubres, l'absence de toute trace de vie normale pour des enfants et des adultes, contredisaient leurs affirmations, posant un défi majeur aux enquêteurs habitués à des aveux plus directs. Cette omerta, ce secret de famille, si profondément ancré dans certaines mentalités françaises, devenait le cœur du conflit. Comment, en plein vieux Lyon, un quartier pourtant dense et animé, deux âmes avaient-elles pu être effacées du monde, sans que l'aide sociale à l'enfance, ASE, ou les services de santé ne soient alertés? Les mécanismes de signalement, supposés protéger les plus vulnérables,
avait visiblement échoué. L'affaire soulevait des questions épineuses sur la responsabilité collective et les limites de la surveillance sociale. Elle rappelait que derrière les façades historiques de nos villes, des drames humains pouvaient se jouer en huis clos, alimentés par la honte, la peur et une pathologique volonté de préserver une lignée à tout prix, au mépris de la dignité humaine la plus élémentaire. La capitaine Lacroix, consciente de l'urgence et de l'ampleur du scandale, ne se contenta pas du périmètre immédiat de la Traboule. Son équipe de la police judiciaire de Lyon initia une enquête de voisinage exhaustive, arpentant les ruelles pavées du Vieux-Lyon, frappant aux portes des résidents, des commerçants et des artisans. L'objectif était de briser le mur d'indifférence ou de discrétion qui avait entouré les Dubois pendant des décennies. Les premières interactions furent difficiles, empreintes de la méfiance habituelle des quartiers anciens où l'on préfère ne pas se mêler des affaires d'autrui. Beaucoup se souvenaient d'une famille effacée, silencieuse, dont les volets restaient souvent clos, mais personne n'avait jamais soupçonné l'horreur dissimulée derrière cette façade anodine. Le capitaine sentait déjà le poids de l'omerta, cette loi non écrite du silence, si ancrée dans certaines mentalités françaises, particulièrement quand il s'agit de secrets de famille. Chaque témoignage, même le plus insignifiant, était consigné avec minutie. Parallèlement à l'enquête de proximité, le docteur Pierre Lambert, dont les premières analyses génétiques pointaient déjà vers une consanguinité flagrante, orienta les recherches vers les archives départementales et les registres des états civils. Une équipe fut dépêchée pour plonger dans les méandres de l'histoire familiale des Dubois. L'objectif était clair: remonter la lignée pour identifier des éventuels schémas endogamiques ou des mariages entre cousins, souvent tolérés, voire encouragés dans les générations passées, mais qui, à l'ère moderne, sont devenus le terreau de pathologies génétiques sévères. Ce travail de fourmi révéla des alliances matrimoniales étranges, des unions répétées au sein de quelques familles restreintes, notamment dans des villages reculés de la région lyonnaise, avant leur installation dans la métropole. Ces découvertes glaçantes laissaient entrevoir une pratique ancestrale, une forme de repli génétique, qui, loin d'être un cas isolé, semblait être perpétué, se transmettant de génération en génération, comme une malédiction silencieuse. Au fil des jours, des bribes d'informations commencèrent à percer la chape de silence. Une vieille dame, Madame Geneviève Martin, retraitée et voisine depuis plus de 40 ans, se rappela avoir vu Monique Dubois, jeune femme, enceinte, mais jamais d'enfant jouant dans la cour. Un ancien facteur évoqua des colis étranges, des livraisons de produits alimentaires en grande quantité, comme pour une famille nombreuse, mais toujours reçus par un Jean-Paul, au comportement fuyant. Un jeune épicier du quartier se souvint d'un homme qui achetait des provisions pour des bouches supplémentaires, sans jamais mentionner d'enfant. Ces détails, insignifiants isolément, prenaient désormais une résonance sinistre. Les habitants du Vieux-Lyon, pris de remords, réalisaient collectivement qu'ils avaient, par inadvertance ou par aveuglement, été les témoins passifs d'une tragédie, sans jamais en percevoir l'ampleur. La gêne et la culpabilité commençaient à transparaître sur les visages, chacun se demandant s'il n'aurait pas pu, s'il n'aurait pas dû, voir au-delà des apparences. Pendant que la police judiciaire s'attaquait au passé familial et aux témoignages de voisinage, Madame Sylvie Fournier, l'assistante sociale de l'aide sociale à l'enfance, ASE, menait une enquête parallèle, tout aussi cruciale. Son travail consistait à retracer la vie administrative et sociale des sœurs Élodie et Céleste. Elle épluchait les registres scolaires, les fichiers de la sécurité sociale, les dossiers médicaux, cherchant la moindre trace d'existence officielle pour ces deux femmes. Le constat fut glaçant: Élodie et Céleste Dubois n'existaient pas. Aucune naissance déclarée, aucune scolarisation, aucun suivi médical régulier, pas la moindre inscription dans un fichier public. Elles étaient, aux yeux de l'État français, des fantômes. Cette absence totale de données officielles prouvait non seulement un isolement extrême, mais aussi une dissimulation méticuleuse et délibérée de la part de leurs parents. Madame Fournier se heurtait à un vide abyssal, un silence administratif qui témoignait de décennies de réclusion volontaire et organisée. L'accumulation de ces éléments, le mutisme des parents brisé par les témoignages indirects, les preuves génétiques de consanguinité, l'absence administrative totale des victimes, commençait à dessiner une image terrifiante. L'affaire N était plus un simple cas de maltraitance, mais une histoire complexe de séquestration, d'inceste transgénérationnel et de dissimulation méthodique. Le capitaine Lacroix et son équipe comprenaient désormais qu'ils n'avaient pas affaire à un fait divers isolé, mais à un drame familial d'une ampleur insoupçonnée, nourri par des idéologies déviantes et une pathologique volonté de contrôle.
Le profil psychologique de Jean-Paul Dubois devenait central. Sa paranoïa du monde extérieur, son obsession pour la pureté de sa lignée, son interprétation tordue de la protection de ses filles. La complicité de Monique, d'abord perçue comme un simple déni, prenait une dimension plus sombre, celle d'une victime elle-même, prise au piège d'un cycle infernal, forcée de perpétuer l'horreur. La quête de vérité du capitaine Lacroix et de Madame Fournier ne tarda pas à se heurter à un premier obstacle, aussi insidieux que le silence des Dubois, la bureaucratie d'Oran, État. Lorsque Lille, équipe de la police judiciaire, tenta d'accéder aux dossiers sociaux ou de santé des victimes, le système répondit par un vide assourdissant. Élodie et Céleste Dubois n'existaient tout simplement pas dans les registres officiels. Pas de numéro de sécurité sociale, pas de carnet de santé, aucune trace de scolarisation ni de passage à la PMI, protection maternelle et infantile. Était comme si elle, État français lui-même, refusait de reconnaître leur existence, leur ôtant toute identité administrative. Cette absence totale de données ne relevait pas d'une simple omission, mais d'une dissimulation volontaire et méticuleuse, orchestrée pour les maintenir dans l'ombre. Chaque demande se heurtait à des procédures rigides, des formulaires inadaptés à une situation aussi inédite, transformant la recherche d'informations vitales en un véritable parcours du combattant. L'urgence de la situation contrastait violemment avec la lenteur administrative, un frein inattendu à l'enquête. Au-delà de l'absence de traces, une certaine inertie institutionnelle se manifestait, ajoutant à la complexité de l'affaire. Les premiers contacts avec certains services départementaux ou nationaux furent empreints d'une méfiance ou d'une incompréhension palpable. Comment justifier l'ouverture d'enquêtes ou l'accès à des bases de données pour des individus qui n'avaient jamais été déclarés? Les procédures standards ne prévoyaient pas un tel scénario d'effacement total. Certains fonctionnaires, habitués aux cas classiques de négligence ou de maltraitance, peinaient à saisir l'ampleur de la dissimulation et la nécessité d'une réponse rapide, hors des cadres habituels. Les requêtes du capitaine Lacroix, pourtant urgentes, se voyaient parfois ralenties par des exigences formelles, des chaînes de validation interminables, comme si le système, dans sa rigidité, protégeait involontairement le secret des Dubois. Cette résistance passive, cette incapacité à s'adapter à l'extraordinaire, menaçait de faire perdre un temps précieux, et de saper les efforts des enquêteurs. La frustration grandissait au sein de l'équipe. Le capitaine Lacroix réalisait qu'il ne combattait pas seulement le mutisme des parents et l'horreur de leurs actes, mais aussi les limites d'un système conçu pour la normalité, et non pour l'abjection absolue. L'ironie était amère. Les mécanismes censés protéger les plus vulnérables, l'ASE, la PMI, Éducation nationale, étaient inopérants ici, non par faute de bonne volonté, mais par manque d'une porte d'entrée administrative. Ce vide administratif, loin d'être un oubli, était le fruit d'une volonté délibérée de Jean-Paul Dubois de soustraire ses filles à toute forme de contrôle étatique ou social. Les enquêteurs se heurtaient à une forme de déni institutionnel, certains ne voulant ou ne pouvant croire qu'une telle tragédie puisse se dérouler en plein cœur de la France moderne. Il fallait des preuves irréfutables, non seulement pour le tribunal, mais aussi pour convaincre les rouages de l'État d'activer toutes les ressources nécessaires, transformant chaque étape en une bataille contre l'incrédulité et la lenteur. Face à l'inertie administrative, le capitaine Lacroix comprit que l'enquête devait dépasser le cadre purement policier. Pour décrypter l'abîme des Dubois, il fallait l'éclairage d'experts en sciences humaines. Un historien spécialisé dans les dynamiques familiales régionales, un sociologue de l'isolement social, et même des journalistes d'investigation, furent sollicités. Il ne s'agissait plus seulement de prouver des faits, mais de comprendre comment une telle dérive avait pu s'enraciner et prospérer, presque invisible, au cœur d'une société moderne. La complexité de l'affaire exigeait une approche multidisciplinaire, capable de sonder les strates profondes du secret de famille à la française. Un concept souvent protecteur, mais ici mortifère. Le professeur Antoine Mercier, historien des mentalités, fut le premier à apporter des éléments troublants. Ses recherches généalogiques, combinées aux découvertes du docteur Lambert, mirent en lumière une endogamie répétée dans l'arbre familial des Dubois, particulièrement dans les branches issues de petits villages de l'arrière-pays lyonnais. Il expliqua que, dans ces communautés jadis isolées, les mariages entre cousins, bien que risqués génétiquement, étaient parfois perçus comme un moyen de préserver le patrimoine foncier, ou une certaine pureté de lignée. Cette pratique ancestrale, certes marginale de nos jours, avait manifestement perduré chez les Dubois, amplifiée par un repli pathologique sur soi après leur installation en ville. L'histoire familiale devenait la clé de lecture des déformations physiques et mentales des sœurs,
une malédiction génétique transmise de génération en génération, sous couvert d'une tradition dévoyée. L'ampleur du drame, relayée discrètement par la presse, attira rapidement l'attention de journalistes d'investigation aguerris. Parmi eux, Claire Dubois, sans lien de parenté, une reporter du journal Astérisque Le Progrès, réputée pour sa ténacité, commença à sonder les recoins du Vieux Lyon, là où l'enquête officielle peinait à briser l'omerta. Elle se mit en quête de témoignages informels, de rumeurs lointaines, de détails qui auraient pu échapper aux interrogatoires formels. Son travail, parallèle à celui de la PJ, permit de révéler des anecdotes troublantes. Une voisine ayant aperçu furtivement une silhouette enfantine à une fenêtre. Un livreur ayant noté une absence totale de jouets ou de signes de vie juvénile. Ces informations, bien que non directement exploitables par la justice, éclairaient la chape de silence et de déni qui avait permis aux Dubois de s'isoler sans éveiller de soupçons majeurs. Un sociologue, le docteur Marc Lefebvre, analysa les mécanismes d'isolement observés chez les Dubois. Il expliqua comment la paranoïa de Jean-Paul, sa volonté de contrôle absolu, avait créé une bulle hermétique, coupant la famille de toute interaction sociale normale. L'omerta du quartier, cette tendance française à ne pas s'immiscer dans les affaires d'autrui, avait agi comme un complice involontaire. Monique, quant à elle, fut identifiée comme une victime piégée dans un cycle de violence et de soumission, son silence étant une forme de survie. Le docteur Lefebvre souligna que ce N n'était pas un cas isolé de négligence, mais une séquestration psychologique et physique délibérée, alimentée par une idéologie tordue de pureté de la lignée, où le monde extérieur était perçu comme une menace constante. Cette analyse offrait une grille de lecture essentielle pour comprendre l'horreur vécue par Élodie et Céleste. L'ensemble de ces expertises, historiques, sociologiques et journalistiques, apporta une profondeur inattendue à l'enquête du capitaine Lacroix. Elles confirmèrent que le drame des sœurs Dubois, N, n'était pas un simple fait divers, mais le point d'orgue d'une histoire complexe, tissée de traditions ancestrales dévoyées, d'un isolement pathologique et d'une omerta sociale. Ces éclairages externes permirent de contextualiser le mutisme des parents, de comprendre la force du secret familial et de déconstruire les mécanismes ayant permis cette abomination. L'affaire dépassait désormais les murs de la Traboule pour devenir un miroir tendu à la société française, l'obligeant à s'interroger sur ses propres failles, sur ce qu'elle choisissait d'ignorer, et sur la manière dont les plus vulnérables pouvaient disparaître, même en plein cœur de Lyon, sans laisser de traces, ou presque. Pendant que la police judiciaire s'attaquait au passé familial et aux témoignages de voisinage, Madame Sylvie Fournier, l'assistante sociale de l'aide sociale à l'enfance, ASE, menait une enquête parallèle, tout aussi cruciale. Son travail consistait à retracer la vie administrative et sociale des sœurs Élodie et Céleste. Elle épluchait les registres scolaires, les fichiers de la sécurité sociale, les dossiers médicaux, cherchant la moindre trace d'existence officielle pour ces deux femmes. Le constat fut glaçant. Élodie et Céleste Dubois n'existaient pas. Aucune naissance déclarée, aucune scolarisation, aucun suivi médical régulier, pas la moindre inscription dans un fichier public. Elles étaient, aux yeux de l'aile, État français, des fantômes. Cette absence totale de données officielles prouvait non seulement un isolement extrême, mais aussi une dissimulation méticuleuse et délibérée de la part de leurs parents. Madame Fournier se heurtait à un vide abyssal. Un silence administratif qui témoignait de décennies de réclusion volontaire et organisée. L'accumulation de ces éléments, le mutisme des parents brisé par les témoignages indirects, les preuves génétiques de consanguinité, l'absence administrative totale des victimes, commençaient à dessiner une image terrifiante. L'affaire N était plus un simple cas de maltraitance, mais une histoire complexe de séquestration, d'inceste transgénérationnel et de dissimulation méthodique. Le capitaine Lacroix et son équipe comprenaient désormais qu'ils n'avaient pas affaire à un fait divers isolé, mais à un drame familial d'une ampleur insoupçonnée, nourri par des idéologies déviantes et une pathologique volonté de contrôle. Le profil psychologique de Jean-Paul Dubois devenait central, sa paranoïa du monde extérieur, son obsession pour la pureté de sa lignée, son interprétation tordue de la protection de ses filles. La complicité de Monique, d'abord perçue comme un simple déni, prenait une dimension plus sombre, celle d'une victime elle-même, prise au piège d'un cycle infernal, forcée de perpétuer l'horreur. La quête de vérité du capitaine Lacroix et de Madame Fournier ne tarda pas à se heurter à un premier obstacle, aussi insidieux que le silence des Dubois, la bureaucratie des États. Lorsque l'équipe de la police judiciaire tenta d'accéder aux dossiers sociaux ou de santé des victimes, le système répondit par un vide assourdissant.
Élodie et Céleste Dubois n'existaient tout simplement pas dans les registres officiels. Pas de numéro de sécurité sociale, pas de carnet de santé, aucune trace de scolarisation ni de passage à la PMI, protection maternelle et infantile. Était comme si État français lui-même refusait de reconnaître leur existence, leur ôtant toute identité administrative. Cette absence totale de données ne relevait pas d'une simple omission, mais d'une dissimulation volontaire et méticuleuse, orchestrée pour les maintenir dans l'ombre. Chaque demande se heurtait à des procédures rigides, des formulaires inadaptés à une situation aussi inédite, transformant la recherche d'informations vitales en un véritable parcours du combattant. L'urgence de la situation contrastait violemment avec la lenteur administrative, un frein inattendu à l'enquête. L'horreur découverte dans le Vieux-Lyon ne put rester confinée longtemps aux ruelles pavées de la rue Saint-Jean. Très vite, l'onde de choc dépassa les frontières de la métropole, Sarrezé Crobette, écrasant sur l'ensemble du territoire français. Les grandes chaînes d'information, de TF1 à France 2, en passant par les quotidiens nationaux comme Le Monde et Le Figaro, se firent l'aile, écho de ce drame inouï. Le terme « les sœurs du silence » apparut rapidement dans les titres, encapsulant à la fois la captivité des victimes et l'omerta qui avait permis une telle abomination. Une vague de sidération, puis d'indignation collective, submergea le pays. Comment une telle tragédie, digne d'une autre époque, avait-elle pu se dérouler, ignorée de tous, au cœur d'une ville aussi dynamique que Lyon? Le choc initial se mua en un profond malaise sociétal, remettant en question la vigilance communautaire et les limites du secret de famille, qui, parfois, protège l'indicible au détriment de la dignité humaine. C'est la journaliste Claire Dubois, reporter aguerrie pour le quotidien régional Astérisque Le Progrès Astérisque, sans aucun lien avec la famille incriminée, dont l'enquête acharnée perça véritablement le voile de silence. Travaillant en parallèle des investigations officielles de la police judiciaire, elle s'attacha à collecter des témoignages informels, des bribes de souvenirs, des rumeurs lointaines, qui avaient échappé aux interrogatoires formels. Ces articles, d'une rigueur implacable et empreints d'une profonde empathie, mirent en lumière les signaux faibles que beaucoup avaient ignorés. Les volets constamment clos, l'absence d'enfants dans la cour intérieure, les comportements étranges de Jean-Paul Dubois lors de ses rares sorties. Elle donna une voix à ces témoins réticents, qui avaient vu quelque chose, sans jamais en saisir la portée sinistre. Ces révélations quotidiennes transformèrent un fait divers local en un scandale national, accentuant la pression sur les autorités pour qu'une justice rapide et exemplaire soit rendue. Ces révélations médiatiques, amplifiées par la ténacité de Claire Dubois, braquèrent inévitablement les projecteurs sur les institutions de l'État. Des questions incisives et dérangeantes commencèrent à émerger concernant les défaillances de l'aide sociale à l'enfance, ASE, des services de santé, et même de l'Éducation nationale. Comment deux individus avaient-ils pu ne laisser aucune trace dans les registres officiels, disparaissant ainsi aux yeux de l'administration française? Le public exigeait des comptes, refusant d'accepter l'idée que de telles vies puissent être effacées, sans que personne ne s'en rende compte. Les élus locaux, d'abord circonspects, furent contraints de reconnaître les failles du système, promettant des audits internes et un renforcement des mécanismes de signalement. L'affaire devint un symbole brutal des dangers inhérents aux angles morts administratifs, et à la tendance collective à détourner le regard face à ce qui semble différent, ou privé. La pression sur équipe du capitaine Lacroix, s'intensifia dramatiquement pour apporter des réponses concrètes. Affaire des Sœurs de Lyon, transcenda alors le simple cadre d'une enquête criminelle pour se muer en une profonde introspection nationale. Les plateaux de télévision, les émissions de radio et les éditoriaux des journaux se mirent à disséquer les implications culturelles du secret de famille à la française, ses racines historiques et ses manifestations dévastatrices à époque moderne. Le débat public évolua d'une simple horreur face aux faits vers un examen plus approfondi des responsabilités sociétales, des limites de l'intimité individuelle face à la vigilance collective, et de la capacité d'une nation à faire face à ses propres angles morts. Les visages de Élodie et Céleste, bien que jamais diffusés publiquement, devinrent emblématiques de toutes les victimes invisibles, forçant la France à confronter les ombres inconfortables qui se cachaient derrière ces façades pittoresques, et les pactes de silence tacite qui pouvaient permettre une souffrance inimaginable de persister pendant des décennies. La cour d'assises de Lyon, avec ses hauts plafonds et ses boiseries séculaires, était ce jour-là le théâtre d'une tension presque insoutenable. Le 18 novembre 2024, tous les regards convergeaient vers la salle d'audience, bondée de journalistes, d'observateurs et de représentants d'associations de protection de l'enfance.
L'air était lourd, imprégné d'une attente silencieuse, tandis que Jean-Paul et Monique Dubois prenaient place dans le box des accusés. Lui, le regard fuyant, campait sur une posture défiante, une carapace d'indifférence. Elle, à ses côtés, semblait une ombre recroquevillée, le visage ravagé par des mois de détention et la confrontation inéluctable avec ses propres actes et son rôle dans cette abomination. Ce procès N était pas seulement celui de deux individus, mais celui d'un secret qui avait gangréné une famille et interpellé une nation entière sur ses failles. Le lourd silence avant l'entrée de la cour était le prélude à un déferlement de vérités douloureuses. Puis vint le moment le plus poignant, celui que l'audience redoutait et espérait, le témoignage d'Élodie. Soutenue par Madame Fournier, l'assistante sociale dont la présence était un phare dans sa nuit, et le capitaine Lacroix, les yeux rivés sur elle avec une compassion palpable, Élodie s'avança. Sa démarche était hésitante, son corps frêle, son regard encore teinté de la peur et de la confusion de décennies de réclusion. Chaque mot était une lutte, une victoire arrachée au silence, articulée avec une difficulté déchirante. Des bribes, des murmures, des gestes tremblants. Papa, mal, jamais, dehors. Ces mots simples portaient le poids d'une existence volée, d'une enfance niée, d'une dignité bafouée. L'audience, muette, retenait son souffle. Les jurés, bouleversés, peinaient à masquer leur émotion. Pour la première fois, l'horreur avait une voix, fragile mais indéniable, brisant le mur d'indifférence qui avait permis une telle tragédie. Après le témoignage déchirant d'Élodie, la procureure Maître Moreau prit la parole, son ton implacable, pour déconstruire méthodiquement la défense des accusés. Le docteur Pierre Lambert, médecin légiste et généticien, lui succéda à la barre, présentant avec une précision clinique les preuves irréfutables de la consanguinité et des sévices subis, ses analyses génétiques détaillées, les rapports médicaux des sœurs, les photographies des corps squelettiques et des déformations, parlaient d'eux-mêmes, ne laissant aucune place au doute. Chaque donnée scientifique venait corroborer le récit fragmenté d'Élodie, transformant la souffrance en fait tangible et irréfutable. S'appuyant sur ces éléments accablants, la procureure démontra la préméditation, la séquestration et les viols incestueux aggravés. Face à cette avalanche de preuves, la défense des Dubois s'effondrait, annonçant l'imminence d'une justice tant attendue. Le verdict, retentissant, ne marqua pas la fin de l'affaire, mais le début d'une profonde introspection nationale. Elle, affaire des Sœurs de Lyon, devint un cas d'étude, disséqué sur les plateaux de télévision, dans les rédactions et les colloques universitaires. Elle força la France à regarder en face ses propres zones d'ombre, les failles du secret de famille, lorsqu'il se transforme en abomination, et la capacité collective à détourner le regard. Les débats s'intensifièrent sur la vigilance citoyenne, les limites de l'intimité individuelle, et la nécessité d'une meilleure coordination entre les services sociaux, éducatifs et de santé. Élodie et Céleste, bien que toujours en convalescence, devinrent des symboles. Leurs visages, jamais montrés au grand public par respect pour leur dignité, hantaient les esprits comme le rappel brutal que, même au cœur d'une métropole moderne, la barbarie pouvait prospérer dans l'indifférence. Cette affaire déchira le voile sur une réalité glaçante, bousculant les consciences, et exigeant des changements profonds, pour que de tels drames ne se reproduisent plus. La honte collective était palpable, mais elle se transformait progressivement en une volonté de mieux voir, de mieux entendre. En réponse à cette onde de choc national, des mesures concrètes furent rapidement mises en place. Le gouvernement annonça un renforcement significatif des dispositifs de signalement et de protection de l'enfance. Une formation accrue des professionnels de santé, des enseignants et des travailleurs sociaux, fut déployée pour détecter les signes d'isolement et de maltraitance les plus subtils. Une campagne de sensibilisation d'envergure, baptisée « Briser le silence », encouragea les citoyens à alerter les autorités en cas de doute, déconstruisant le mythe du secret de famille, intouchable au profit d'une responsabilité collective. Pour Élodie et Céleste, le chemin de la reconstruction était long et ardu. Elles apprenaient à vivre, à parler, à exister hors des murs de leur prison, leur survie devenant un puissant symbole d'espoir. Une preuve que même après des décennies d'obscurité, la lumière et la dignité pouvaient être retrouvées, grâce à une ténacité inouïe et à une prise de conscience collective. L'affaire des Sœurs de Lyon restera gravée dans les annales judiciaires et sociétales françaises comme un rappel brutal de ce que l'humain peut infliger, mais aussi de la capacité de la justice et de la solidarité à faire éclater la vérité. Elle nous oblige à repenser nos interactions, à ne jamais sous-estimer le pouvoir du silence,
et à toujours tendre la main aux plus vulnérables. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez êtes victime de maltraitance, n'hésitez jamais à appeler le 119, le numéro national d'urgence pour l'enfance en danger. Le silence peut tuer, mais la parole libère. Si cette histoire vous a marqué, si elle a éveillé en vous l'envie de comprendre ces drames indicibles, alors abonnez-vous à notre chaîne, aimez cette vidéo et découvrez nos autres enquêtes. Elles sont tout aussi essentielles pour éclairer les zones d'ombre de notre société.